10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Grâce à une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. « 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique? Du lundi au vendredi, à 20 h, heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Retour d'expérience, conseils, savoir, savoir-faire, savoir-être. Ce soir, 21 septembre, troisième mardi du mois, webinaire branding avec nos experts de Kinshasa. Ce soir, ils nous expliquent encore comment construire son image de marque. En route pour une jeunesse décomplexée, connaissant l'entreprise et prête pour les métiers du numérique. Brisons les idées reçues, démontons les préjugés, faisons de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Autodesk is fun, Autodesk is exciting, Autodesk is a mission-driven company. Autodesk brings people and purpose together in a way that enables us to create incredible impact on the world through our customers. I joined the Autodesk team because I was really excited about the mission of the company and the journey that we're on to design and make a better world. Autodesk has always had a great culture, and I think of culture as a conversation. The conversation that happens between peers, between managers and their employees, between leadership and the rest of the population. So we're developing lots of ways for employees to provide us feedback as they're having these culture conversations. Autodesk is a great place to work because it has a unique culture that enables everyone to be their authentic selves at work, to work with a diverse range of people on opportunities to solve much bigger problems than other companies. People want to be at Autodesk. They are excited about what we do for our customers. We're making a massive impact on the world around us. We're also evolving our culture, we're evolving the way we work together, all in support of that larger company mission and vision. If you want to work in a company that's doing incredible things for their customers and therefore for the world, with smart, capable, passionate, good people who you also have fun with, come work for Autodesk and be a part of our culture, be a part of the conversation, be a part of our evolution. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que je suis un peu toute seule. Je ne vois pas Maxime. Est-ce que tu es avec nous, Maxime? Oui, je suis là, je suis là. Ouf! Eh bien, aujourd'hui, on est dans un environnement encore plus intimiste, toujours avec vous pour parler de branding. Et j'espère que vous voyez bien mon écran parce qu'aujourd'hui, l'épisode, c'est le 9e épisode parce qu'on est ensemble depuis maintenant 9 mois. Et aujourd'hui, on va vous parler d'écosystème. Pourquoi? Parce que pas de marque, Maxime, sans écosystème. Exactement. Alors, qu'est-ce que Kinshasa? Pour ceux qui ne nous ont jamais rencontrés, n'ont suivi aucun des épisodes précédents, Kinshasa, c'est quoi? Bien, Kinshasa, c'est une BX Design Agency. Une BX Design Agency, c'est en fait une entreprise qui aide les entreprises à concevoir quoi? Une expérience de marque qui soit unique, d'une part, et enchanteresse, d'autre part, pour leur cible. Quel est l'intérêt d'avoir une expérience de marque unique et enchanteresse pour leur cible? Eh bien, c'est très simple. Avoir plus de clients qui coûtent moins cher à acquérir, qui sont ravis de payer vos produits plus cher, qui vous achètent plus souvent et qui vous achètent aussi
plus longtemps. Ça a l'air d'être un rêve, mais il y a des entreprises qui vivent ça. Et elles vivent ça parce qu'elles ont compris comment faire du branding. Et petit à petit, on vous en explique quelques ingrédients ici. Et l'équation que vous devez absolument retenir, si vous deviez retenir une seule chose de ce que fait Pinchasa, c'est l'équation de la brand experience. Et l'équation de la brand experience, c'est quoi? C'est CX fois UX fois IX, le tout exposant unicité. C'est-à-dire, si vous avez une expérience client extraordinaire, une expérience à chaque point de contact extraordinaire et une expérience pour vos employés, fournisseurs et partenaires extraordinaire, et qu'en plus de tout ça, vous êtes unique, alors a priori, vous devriez atteindre des sommets, n'est-ce pas Maxime? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de écosystème. Alors vous vous demandez, mais c'est quoi cet écosystème? À quoi ça sert? Et on ne va pas vous en dire tout de suite. Mais avant de commencer, on va vous donner un petit chiffre qui, j'en suis sûr, vous fera réfléchir. C'est d'où vient le revenu d'une entreprise. Alors la plupart des gens pensent que sont focalisés sur l'acquisition de nouveaux clients. On veut toujours avoir plus de clients, augmenter le nombre de clients. Alors qu'en fait, en moyenne, 65% du business d'une entreprise vient de ses clients existants. Les clients existants, donc des clients qui reviennent, qui ont été acquis par le passé, mais qui restent clients. Et ça, il y a une entreprise très connue qu'on aime beaucoup chez Pinchasa, qui l'a très bien compris. Alors, qui est-elle? J'espère que vous la reconnaissez tous. Si vous ne la reconnaissez pas, ça ne sert à rien même de continuer. On n'a plus envie de vous voir. Hein. Mais en principe, pour ceux qui ont déjà vu la marque à la pomme ou pour ceux qui nous suivent déjà, vous reconnaissez bien sur l'image ici que c'est en fait Apple. Et Apple fait partie de ces rares entreprises qui ont compris que 65% viennent de leurs clients existants parce qu'ils se débrouillent toujours pour que leurs clients leur disent encore. À ton avis, Maxime, est-ce que la majorité des gens savent quelle est l'équation derrière tout ça? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir une entreprise comme Apple, hein, qui rêvent d'avoir les résultats d'Apple, d'avoir l'aura d'Apple. Mais il y a pourtant une chose que a bien compris et qui lui donne des résultats complètement incroyables. Et effectivement, quand on parle de résultats, tout le monde se réjouit de la part de marché hein, et se dit Apple est en train de perdre des parts de marché grâce à Huawei, grâce à Samsung, etc. Et donc, tout le monde se focalise sur le pourcentage de revenus par rapport à un marché en particulier. Et lorsqu'on parle de part de marché, en fait, c'est la part des clients qu'une entreprise a à l'intérieur d'un marché donné. Si on doit donner le cas d'Apple, en ce qui concerne les smartphones, puisque Apple vend aussi des smartphones, mais pas uniquement, Apple possède 32%, je ne sais plus, 32% des revenus générés par le smartphone. À titre de comparaison, Samsung, c'est combien, Maxime? 17, non, 30%. 30% de parts de marché possédées par Samsung par rapport à Apple. Alors, qu'est-ce qui explique que Apple ait tant de succès, fasse autant parler d'elle, etc. C'est parce qu'en fait, Apple a compris que le jeu, ce n'est pas la part de marché, c'est la part de profit. Et quand on parle de profit sur le marché des téléphones, la majorité des entreprises sont juste à l'ouest. Apple remporte, et c'est bien simple, elle croque, hein, comme la pomme croque. Bref, elle croque 66% des profits du téléphone smartphone. Je ne vais pas dire juste le téléphone portable, mais du smartphone. Ça, c'est quand même complètement dingue, hein, Maxime? C'est complètement dingue, mais il faut savoir qu'à certaines périodes, c'est monté au-delà de 80%. Hein? Ah, et carrément. Oui, carrément. Et donc, Apple a systématiquement le double ou un peu plus des parts de profit par rapport aux parts de revenus qu'il parvient à capter. Alors évidemment, on parlait tantôt de Samsung qui avait 30% plus ou moins des revenus.
Samsung, lui, il a 30% des revenus, mais il a un peu plus de 15% des profits. Donc là où Apple a le double en profit par rapport à son revenu, Samsung, lui, a la moitié. Ce qui est complètement dingue. Mais moi, j'ai envie de te poser une question, Maxime. Qu'est-ce que Apple a compris que 99% des autres entreprises ne comprennent toujours pas? Bon, maintenant, on a donné une statistique, mais qu'est-ce que Apple a compris que la majorité des autres ne comprennent pas? Mais Apple a compris la différence fondamentale qu'il y a entre deux aspects très, très importants pour gérer un business et l'amener vers le succès, à savoir la différence entre le marketing et le branding. Alors, ils sont généralement confondus, mélangés. On va vous dire que le branding est une partie du marketing ou d'autres que le marketing est issu du branding. Et en fait, ce sont deux choses radicalement différentes. Le marketing, il est là pour vous faire connaître, pour faire connaître votre entreprise, votre marque, ses produits, ses services. Amener tout ça devant les bonnes personnes, à savoir les personnes qui ont le problème que vous réglez avec votre entreprise et qui ont les moyens d'acheter votre solution. Il y a évidemment des tas de gens qui ont des problèmes, mais qui n'ont pas les moyens ou pas l'ambition ou pas la volonté d'allouer les ressources nécessaires pour le régler. Et ça, c'est le marketing, vous faire connaître vos produits et services et l'amener devant les bonnes personnes pour les transformer, les convertir en clients. Alors que le branding, lui, augmente la valeur perçue de votre solution. En augmentant la valeur perçue, ça vous permet évidemment de vendre plus cher ce que vous vendriez sans ce branding et de faire en sorte que le client revienne, reste chez vous. Pourquoi? Parce qu'il en a toujours plus que ce qu'il donne. Vous délivrez, quand vous faites du branding, toujours plus de valeur que ce à quoi le client s'attend. Et donc, ça agit sur deux indicateurs fondamentaux pour votre business. Le CAC, c'est-à-dire le coût d'acquisition du consommateur, et donc tout ce qu'il faut dépenser pour vous faire connaître auprès de quelqu'un et le transformer en client, alors que le branding, lui, va agir sur la LTV. La LTV, c'est la lifetime value, à savoir tout ce qu'un client dépensera chez vous pendant toute sa vie du consommateur. De client. De sa vie de client. Et je peux donner un exemple? Je t'en prie, Laetitia. Alors, je suis une femme, donc je connais cet exemple. Les femmes parmi vous connaissent probablement aussi cet exemple. Il est très simple. Lorsque vous êtes une jeune maman et que vous venez donc d'avoir des enfants, vous savez qu'il y a une seule chose sur laquelle vous n'allez pas lésiner, ce sont les couches. Vous n'avez pas envie de tenir constamment votre enfant comme ça pour qu'il fasse caca dans vos mains. Et donc, vous savez que vous allez acheter des couches. Encore et encore, que vous êtes condamné pendant au moins 2 ans et demi à acheter des couches. La marque Pampers, qui est une marque internationale de couches, a bien compris ça. Et qu'est-ce qu'elle se dit, la marque Pampers? Si je veux toucher les jeunes mamans, je dois les toucher avant qu'elles aient leur premier enfant, parce qu'en général, quand elles ont leur premier enfant et qu'elles achètent une marque de couches, elles restent avec cette marque de couches jusqu'à la fin de tout leur rôle de maman de jeune enfant de moins de 3 ans. Et donc, si une maman a 2 enfants, par exemple, et donc ils vont regarder dans les statistiques Pampers, ils vont voir qu'une maman typiquement en Belgique a peut-être 2 enfants, à Kinshasa on a peut-être 5, mais partons sur 2 enfants, c'est plus facile pour multiplier les chiffres, puisque là on va parler de chiffres. Une maman, Maxime, de moins de 20 ans, on sait que si on la touche à 19 ans, on sera dans sa mémoire pour que lorsqu'elle a son premier enfant, elle dépense chez nous. Donc Pampers se dit, il faut que je trouve des mamans de 19 ans, que je les convertisse en clients. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser de l'argent pour les acquérir en clients. Et là, Pampers se dit, je vais mettre à la disposition des mamans, disons, 100 € de cadeaux à la maternité
Et ces 100 € de cadeau à la maternité, ça représentera peut-être une semaine de couche, je ne sais pas, peut-être un mois de couche. Un petit peu plus. Un petit peu plus, ok, un mois de couche. Mais on sait qu'un enfant porte des couches pendant 36 mois. Et que donc, en faisant une dépense, un CAC de un mois de couche, il gagne 36 mois si la femme a un enfant. Il gagne 72 mois si la femme a 2 enfants. Et si elle en a 5, je n'ose même pas calculer tellement il gagne. Imaginons que une couche coûte, un paquet de couches coûte... Une couche coûte 30 cents. 30 cents. On peut calculer en moyenne 6 couches par jour sur toute la durée de vie de l'enfant, ouais. Enfin, la durée de vie où il a besoin de couches. Hein. Et donc, vous faites les calculs. 6 fois 365 fois 2 ou 3 fois 30 cents, vous avez en Europe. Hein, et alors là, désolé pour ceux qui sont sur le continent, c'est des chiffres qui peuvent faire peur, mais on parle donc de 2 à 3 000 euros. 78 000 couches. Voilà. Donc ça, c'est peut-être beaucoup. Je pense qu'il y a une petite erreur dans le calcul. Mais donc, on va parler d'un chiffre d'affaires qui va être entre 2 et 3 000 euros par enfant. OK. Si vous avez 2 enfants, si chaque femme a 2 enfants, on est entre 4 et 6 000 euros de revenus générés par une femme. Une seule femme. Et là, vous vous rendez compte que même si 100 euros de cadeau, ça a l'air beaucoup à quelqu'un qui n'est pas encore client, mais en fait, elle va vous rembourser ça 60 fois dans sa vie de maman. Et donc, vous aurez gagné sur la LTV, parce que vous savez que la LTV sera de combien 4 à 6 000 euros. 4 à 6 000 euros, là où Pampers aura dépensé 100 euros. D'accord? Le CAC aura été de 100 euros, la LTV aura été de, on va dire, de 6 000 euros pour être rond. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ces notions parce que quand on ne les comprend pas, et je ferme la parenthèse dans une seconde, Maxime, quand on ne comprend pas ces notions, on a tendance à se dire, je ne vais pas dépenser 100 euros pour acquérir une nouvelle cliente puisque, en fait, je vais perdre 100 euros et elle ne va dépenser que 30 euros chez moi parce qu'une boîte de Pampers, ça coûte 30 euros, donc je ne vais dépenser que 20 euros. Alors qu'en réalité, la LTV, ce n'est pas le premier achat, c'est l'ensemble des achats que la cliente de Pampers va faire chez la marque Pampers. Tout à fait. Et donc, quels sont les indicateurs de succès de du marketing et du branding? Parce que comme on l'a expliqué, le branding, c'est pour amener des personnes qui ne vous connaissent pas forcément et les transformer en clients, alors que le branding, c'est augmenter la valeur perçue de votre valeur auprès de vos clients. Et donc, le marketing est un succès si le CAC, le coût d'acquisition du consommateur, est bas. Moins, en proportion. Hein. En proportion. Ouais. Mais le but du marketing, c'est de convertir des gens de votre segment, de votre niche, en clients au coût le plus bas, je ne vais pas dire possible, mais en tout cas, le coût le plus bas par rapport à ce que vous allez générer. Si vous vendez des articles à 1000 francs CFA, vous ne pouvez pas dépenser 800 francs pour convaincre votre client. Et donc, le marketing est un succès s'il ne vous coûte pas trop cher pour transformer votre niche en client. Le branding, lui, est un succès si vous augmentez la proportion de clients qui reviennent et qui vont du coup augmenter leur volume de dépenses. Parce que, on ne l'a pas mis ici, mais une autre statistique, c'est qu'un client qui revient va en fait dépenser 10 fois sur sa vie en moyenne ce qu'il a dépensé lors de son premier achat. Et donc, à chaque fois qu'une personne vient chez vous pour la première fois, dites-vous que si vous parvenez à le garder, vous gagnerez encore 10 fois ça. Tu leur as révélé l'indice à l'avance, mais j'allais te poser la question de savoir où était le profit. Alors là, on ne parlait que du chiffre d'affaires et donc pas encore du profit, parce qu'évidemment, le profit, c'est une fois que vous avez retiré toutes vos charges, etc. Mais le CAC, dans le marketing, c'est ce qui va vous coûter. La lifetime value, c'est là qu'est le profit, parce que une fois que vous avez converti quelqu'un en client,
mais vous ne devez plus dépenser pour l'acquérir. Et donc, vous n'avez pas les mêmes budgets de publicité et de marketing que pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Et donc, le profit est dans la LTV parce que les clients qui reviennent ont tendance à acheter plus souvent et du coup, plus longtemps, et coûtent beaucoup moins cher à acquérir, mais aussi à servir, vu qu'ils connaissent comment vous fonctionnez et vous ne devez pas à chaque fois leur expliquer comment ça se passe dans votre entreprise quand un client passe commande. J'en profite pour dire bonjour à tous parce qu'en fait, je viens de découvrir le petit élément de commentaire et donc salut à tous, salut à Paul, salut à Désir, salut à Boubacar et on est vraiment touchés d'être ton équipe préférée. Bonjour Somal Afrique, salut Rubens. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on explique ici dans le webinaire, à évidemment les poser, on sera hyper content d'y répondre, d'autant que Douglas vous laisse complètement libre de nous parler sans filtre, en fait. Tu avais une question pour moi, je crois, Maxime. Et donc, oui, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on augmente la LTV, la lifetime value de vos clients? Et ça, c'est le secret qu'on vous révèle aujourd'hui. Hein. Très peu d'entreprises connaissent ça, donc commencez à prendre des notes si vous n'aviez pas encore pris un bic et un papier parce qu'on vous le révèle maintenant. La révélation, c'est simple. C'est l'écosystème de produits et de services. Alors, c'est un très joli mot. J'ai vu tout à l'heure dans l'annonce de l'écosystème de marque qu'il y avait une petite erreur parce que ce n'est pas vraiment l'écosystème de marque. Et quand les gens entendent écosystème de marque, ils se disent la manière dont la marque se présente, etc., etc. Nous, quand on parle d'écosystème, on parle d'un écosystème de produits et de services. Et un écosystème de produits et de services, c'est quoi? C'est un ensemble de produits que vous allez mettre à disposition de vos clients qui peuvent être achetés séparément, mais qui ont beaucoup plus de valeur lorsque ils sont achetés tous les uns, enfin pas tous, mais en tout cas lorsque plusieurs d'entre eux sont achetés. Je vais vous donner l'exemple sur base de ce que vous voyez ici. Encore une fois, la marque à la pomme. Ah, je vois que vous prenez déjà des notes. La marque à la pomme, qu'est-ce qu'elle a fait? Les gens s'étonnent toujours de « Oh, mais Apple, ils sont chers, ils sont ceci, ils sont cela. » Mais il y a bien des gens qui achètent. Pourquoi les gens achètent chez Apple? Parce que quand vous avez acheté un ordinateur, et que vous avez un téléphone, ce serait quand même chouette que quand vous faites certaines choses sur votre ordinateur, votre téléphone soit automatiquement synchronisé. Or, lorsque vous utilisez Android, pour ne pas le citer, ou d'autres marques, vous devez tout configurer pour que votre ordinateur veuille bien discuter avec votre téléphone. Chez Apple, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous avez un produit Apple, mettons un téléphone. Disons que vous avez été chez votre opérateur, c'était moins cher, vous avez acheté votre premier téléphone et vous vous dites « Ouais, c'est sympa, en fait, c'est vraiment bien en soi. Le téléphone est déjà génial. » Et puis, pour une raison ou pour une autre, vous vous rendez compte que votre ordinateur est cassé et là, vous vous dites « Je vais quand même essayer Apple puisqu'on m'en parle tout le temps. » Vous commencez Apple et vous vous rendez compte que tout ce qui était sur votre téléphone est déjà compris par votre ordinateur et qu'en fonction du comportement de votre téléphone, votre ordinateur va réagir, surréagir, déréagir et être complètement synchrone. En gros, votre ordinateur, même si vous n'aviez rien d'autre comme produit chez Apple, il est déjà génial, l'expérience utilisateur est déjà top. Mais en plus, lorsque vous avez un téléphone, moi j'envoie des fichiers en 2 temps 3 mouvements juste en appuyant sur un bouton sans me poser de questions. Tandis qu'avec tous les autres téléphones, c'est pas la même chose. Vous auriez un PC, c'est pas la même chose. Alors, vous avez 2 produits qui tout seuls, séparément, fonctionnent très bien, mais mis ensemble deviennent véritablement magiques. Et c'est ça le mot-clé, c'est la magie. Et c'est ça qui explique que les gens, quand ils commencent à acheter chez Apple, ils deviennent accros à tous les produits. J'ai parlé de 2 produits seulement. Mais Apple n'a pas que 2 produits. Ils ont aussi, comment ça s'appelle le 3e produit de Apple? L'iPad. L'iPad, oui, oui, tout à fait. Donc, ils ont aussi l'iPad. Quand vous achetez l'iPad, que se passe-t-il? Vous vous rendez compte, bon, je ne l'ai pas encore, vous vous rendez compte qu'en fait, l'iPad fonctionne comme votre iPhone, sauf qu'il a
plein de choses que votre iPhone n'avait pas et qu'il fonctionne aussi comme votre ordinateur, mais qu'il a plein de choses que votre ordinateur n'avait pas. Et là, vous vous dites, mon Dieu, même si j'ai acheté un iPad, c'est pas pour autant que je vais abandonner mon ordinateur, c'est pas pour autant que je vais abandonner mon téléphone, mais je ne pourrai plus non plus me passer de l'iPad parce que les trois ensemble sont juste extraordinaires. Alors, Apple a très bien compris ça et s'est dit, mais tiens, on va leur faire un stylet. Et vous pourriez vous dire, bah, un stylet, ça se trouve dans le commerce, c'est juste une boule là pour ne pas encrasser ou griffer l'écran. Mais Apple, c'est non, 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 non. Si nous, on fait un stylet, il faut qu'il fasse partie de l'écosystème. Et donc, un stylet, la partie blanche là que vous voyez ici, un stylet n'est pas simplement un stylet quand c'est un stylet Apple. Un stylet devient un outil avec lequel vous pouvez enregistrer des choses, écrire d'une certaine manière avec laquelle aucun autre stylet fonctionne, etc., etc. Et donc, c'est vraiment un écosystème fermé, certes, mais un écosystème qui rend absolument magique tout ce que vous faites. Un autre exemple, lorsque vous achetez la montre Apple, l'iWatch, c'est ça, ou les écouteurs Apple, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec si vous achetez d'autres écouteurs ou une autre montre, non seulement parce qu'ils sont très bien en soi, mais même si vous aviez d'autres écouteurs avant, vous n'allez plus les utiliser puisque tous vos autres appareils sont Apple et que l'interopérabilité, donc le fait qu'ils soient beaucoup plus synchrones, fonctionne 10 fois mieux avec vos écouteurs Apple et fonctionne 10 fois mieux avec votre montre Apple. Résultat, vous allez laisser tomber tout le reste et vous savez que votre prochain achat sera encore et toujours un Apple. Alors maintenant, transposons ça à vous, évidemment, parce que c'est vous qui comptez ici. Hein. On vous parle pour vous, pour que vous puissiez appliquer ça dans votre business. Alors, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, ou comme Maxime va le dire, je ne sais pas, la base pour faire du profit, c'est évidemment de dépenser moins que ce qu'un client va dépenser chez vous pendant toute sa vie de client. Alors là, ce que vous voyez, c'est votre profit lorsque votre client n'a fait qu'un seul achat. On va donner l'exemple, Maxime, d'une petite supérette, un ligablo, comme on dit à Kinshasa. Je te laisse raconter. Voilà, tout à fait. Donc, vous connaissez tous ces petits magasins d'alimentation qui jalonnent les routes dans les villes sur le continent. Et donc, là, on va prendre le cas d'une dame qui a lancé son magasin d'alimentation. Et donc, dans un premier temps, elle vend surtout de la nourriture sèche, donc la semoule, les haricots, le riz, peut-être quelques bananes ou des patates douces, mais elle n'a pas encore un assortiment très important. Mais elle sait que il faut attirer les clients, donc elle sait aussi que la concurrence est rude parce que des petits magasins comme ça, il y en a plein. Donc, elle les accueille avec le sourire, elle est toujours gentille, elle maintient son magasin super propre pour que vraiment, quand les gens viennent, ils disent que c'est un petit peu différent, qu'il y a vraiment une attention aux détails qui a été donnée, qui rend l'expérience chez elle un petit peu plus agréable que chez certains autres qui font moins attention à tout ça. Mais elle se rend compte aussi que ses clients, ils viennent chez elle, oui, parce qu'elle est gentille, elle est souriante, le service est sympa. Mais après, comme elle ne vend que la base de la nourriture, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs pour chercher d'autres légumes. Et puis, parfois, quand ils n'ont pas le temps, en fait, ils ne vont que ailleurs. Parce que, oui, les transports ne sont pas toujours faciles, donc on n'a pas toujours le temps. Et donc, ces clients, parfois, ne reviennent pas chez elle et ils achètent la semoule, les bananes, etc., chez ses concurrents. Donc, moi, j'ai une question. Comment fait cette gérante ou ce gérant de supérette pour passer du petit sac de dollars au deuxième sac de dollars? La première chose, c'est de réfléchir, que faire pour que les clients n'aillent plus ailleurs? Évidemment, c'est d'augmenter les produits dans le secteur qu'elle couvre déjà, à savoir ici l'alimentation, et d'offrir en plus des produits secs, semoule, etc., des produits frais. Et donc, ajouter les fruits, les légumes, et puis rajouter également
tout ce qui est nécessaire vraiment pour préparer le repas, les cubes bouillon, peut-être la sauce piment pour ceux qui ne la font pas eux-mêmes. Et ça, ça augmente déjà une première fois les revenus que chaque personne va dépenser chez elle. Et donc la LTV. Et donc la LTV, vu que les clients vont revenir plus souvent, vu qu'ils trouveront plus de choses dont ils ont besoin dans le cadre de l'alimentation et vont du coup augmenter le volume d'achat chez elle, vu que chez elle, c'est propre, le service est sympa et elle met vraiment une petite touche personnelle qui fait que c'est plus agréable d'aller chez elle qu'ailleurs. Mais comment elle fait pour passer au 3e sac de dollars, avoir encore plus de profit? Alors, pour passer au 3e sac de dollars, elle peut, une fois qu'elle vend en fait tout ce qui se mange, mais vendre ce qui aide, ce qui est nécessaire pour cuisiner. Et donc, ça commence par le charbon pour ceux qui cuisinent au charbon, les bonbonnes de gaz pour ceux qui ont des cuisinières au gaz, mais aussi des casseroles, des couteaux, des louches, etc. Tout ce qui est nécessaire pour préparer toute cette nourriture qu'elle vend. Ok. Donc là, elle vend de la nourriture sèche. Pardon. Elle a ajouté ce qu'il y a autour, un peu de frais. C'est donc au 2e sac de profit, beaucoup plus grand. Elle a maintenant ajouté de quoi faire la cuisine avec, c'est quoi le 3e ajout? Les ustensiles? Les ustensiles et le nécessaire pour cuisiner, pour chauffer. Ok. Alors, comment elle fait maintenant pour passer au 4e sac? Alors, pour passer au 4e sac, elle va continuer à augmenter. Alors, avec tout ce qu'elle a gagné, elle peut faire des petits investissements et augmenter la surface de son magasin, mais aussi investir et proposer maintenant des surgelés. La viande, le poisson, tous ces produits qui font que, au niveau nourriture, elle a tout couvert et les surgelés sont arrivés plus tard parce que ça demande plus d'investissement, évidemment. Et ça, elle passe encore à un volume d'achat plus grand. Et enfin, pour le jackpot, comment est-ce qu'elle fait pour vraiment avoir le jackpot maintenant qu'elle a fait la nourriture sèche dans sa petite supérette, elle a ajouté les produits frais, elle a ajouté les ustensiles, donc même si vous avez trop tourné le foufou et que le nzete à foufou, il est cassé, vous retournez dans votre supérette préférée. Donc, elle a vraiment tout ça. Elle ne s'est pas dispersée, hein, elle est restée dedans. Donc, elle a les ustensiles. Ensuite, elle a les surgelés. Mais qu'est-ce qui maintenant pourrait vraiment constituer le jackpot, Maxime? Le jackpot maintenant, c'est de vendre toutes les machines un peu plus haut de gamme. Et donc, de vendre toutes les machines électriques, vendre les bouilloires, vendre les machines à café, vendre ça, c'était l'étape précédente. Les fours. On avait parlé des packs. Ah oui, non. Le jackpot, il est encore plus long. Alors, il y avait, évidemment, ça arrive aussi de s'en mêler les pinceaux, mais une fois qu'elle a couvert tous les besoins, et c'est comme on n'avait plus la présentation, on me suis un peu égaré, mais une fois qu'elle a couvert tous les besoins en produits, elle vend la nourriture sèche, fraîche, surgelée, le matériel, les machines, etc. Que faire? Maintenant, proposer des services. Et les services, c'est quoi? C'est de proposer, par exemple, des packs. Chaque famille aura besoin, en début de mois, d'un sac de 25 kg de semoule, un sac de 25 kg de riz, une caisse de poisson surgelé, etc. Et ce qu'elle peut faire, elle, c'est proposer un pack. Et elle dit, venez chez moi, vous avez tout qui est prêt déjà. Tout ce dont vous avez besoin pour la famille pendant un mois que vous pouvez conserver. Et le pire. Et ce n'est pas tout. Ouais. Parce qu'au-delà de ça, non seulement elle peut préparer des packs, mais elle peut organiser la livraison. Exactement. Plutôt que de devoir. Service de pack pour prévoir à l'avance, service de livraison avec les packs. Et tout ça, créer une expérience pour ses clients qui ne doivent plus se battre avec les transports pour arriver jusque-là et puis ramener tout ça comme ils peuvent sur les motos et autres avec des gros sacs très lourds. Tout ça, c'est fini. Non seulement elle a tout ce dont ils ont besoin, mais en plus, elle leur épargne la peine et le temps de venir et de se débrouiller pour tout ramener. Et en plus, le secret derrière tout ça,
c'est qu'au moment où elle fait des packs, Maxime, elle n'a plus besoin d'avoir tout dans son magasin. Hein. Son premier problème, enfin potentiel, c'était que les gens viennent chercher certaines choses chez elle et puis aillent chercher ce qui manque, mais dont ils ont envie ailleurs. Et le risque, c'est que quand ils vont dans un autre supermarché chercher des produits et services qu'elle ne délivre pas, il y a un risque que dans cet autre supermarché ou dans cette autre supérette, ils commencent à prendre et s'approvisionner de choses dont ils s'approvisionnaient chez elle. Mais maintenant, il n'y a même plus ce risque parce qu'avec les services, elle devient le point de contact alimentaire de ses clients qui, s'ils veulent X, Y, Z, elle peut très bien aller les chercher ailleurs sans devoir investir dans du stock, les mettre dans le carton, le pack, et le livrer à ses clients. Et quand elle commence à faire ça, eh bien, la marge bénéficiaire augmente, 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 augmente jusqu'à l'infini. C'est une chose que Apple a compris, que encore trop peu d'entreprises ont compris, et j'espère que vous, de votre côté, chez vous, vous avez d'abord bien pris note et que vous allez pouvoir l'appliquer dans votre business. Tout à fait. Alors maintenant, bon, c'est bien joli tout ça, mais comment savoir si les produits et services que vous vendez sont un écosystème? Parce que comme vous l'avez compris avec l'explication que Laetitia a donnée, chez Apple, ils ne vendent pas que des articles différents. Ils vendent des articles qui sont complémentaires, qui se supportent et se complètent. C'est-à-dire que chacun offre déjà une expérience incroyable tout seul, mais quand vous les avez ensemble, c'est incroyablement mieux et l'expérience que ça procure n'existe nulle part ailleurs. Et donc, vous vous rendez bien compte que ça, ce n'est pas la même chose qu'un magasin ou une entreprise qui fait et du nettoyage et du marketing digital et de quelques taxis et encore Dieu sait quoi, où tout est fait de briques et de broc, mais qu'en fait, vous n'avez pas toujours besoin d'un service de nettoyage de bureau en même temps que vous avez besoin de marketing digital. Et donc, ça ne comble pas un besoin et on ne voit pas de fil conducteur. Alors, c'est quoi le fil conducteur? Quand vous créez un ensemble de produits et services, il faut que tous soient reliés à votre marque. Et là, il y a un aspect très important, on ne l'a pas rappelé au début de ce webinaire, mais on a identifié chez Pinchasa 3 grandes étapes dans la construction de la marque et de l'expérience de marque. La première, c'est définir la marque, définir son unicité, ce qui la rend différente et unique. Ensuite, approfondir la connexion émotionnelle, la relation avec sa niche, et enfin, renforcer l'expérience de marque à chaque point de contact pour ses utilisateurs ou clients. L'écosystème intervient dans la phase de renforcement. Et donc, le préalable pour construire un écosystème, c'est d'avoir une marque. Et avoir une marque, c'est quoi? C'est d'avoir clairement identifié qui vous êtes, qui est votre entreprise, et donc qui est votre marque, quel est son but, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, quels problèmes elle résout pour qui. Une fois que vous savez tout ça, vous proposez un premier ensemble de produits et services. Ensuite, construire un écosystème, vous n'allez pas le faire comme ça en lisant les étoiles ou le mar de café. Non, vous allez le faire en écoutant vos clients. En écoutant vos clients et donc en échangeant avec eux pour savoir où sont encore les autres problèmes qui sont dans le secteur dans lequel vous opérez déjà et que vous pourriez régler en plus de ce que vous réglez déjà. Alors seulement, grâce à un mot qu'on a souvent employé ici, à l'empathie, hein, vous vous mettez à la place de vos clients, vous voyez où sont leurs difficultés et vous leur apportez une solution. Toujours en restant en phase avec ce que vous êtes et pourquoi vous existez, pourquoi vous avez décidé de régler ce problème pour votre niche. Et donc, ça, c'est l'élément indispensable, c'est que tout puisse être rattaché à ce pourquoi vous avez créé cette entreprise et cette marque.
Et là, ben, une fois n'est pas coutume, Laetitia, on va vous parler un petit peu de ben, comment nous, chez Pinchasa, on a été amené à créer notre écosystème de produits et de services. C'est vrai. Et là, on vous révèle peut-être quelque chose que vous n'avez jamais su. Donc, pour ceux qui sont avec nous jusqu'à maintenant, vous allez découvrir que Pinchasa, au départ, c'était un e-commerce de pins et badges et objets personnalisés pour les événements, que ce soit des événements d'entreprise ou des événements privés, matanga, mariage, etc. Il se trouve que le Covid a frappé. Et malgré le succès de la marque Pinchasa avec ses produits personnalisés, bien du jour au lendemain, il était interdit à nos clients qui faisaient des événements de travailler. Et donc Pinchasa n'a pas pu leur vendre ces produits physiques pour leurs événements. Et comme on avait déjà une marque, ça c'est quand même la base, nous avions des clients qui étaient très attachés et qui avaient confiance en ce que Pinchasa proposait. Et avec ce capital confiance, puisque c'est la base, hein, l'unicité, comme tu l'as dit, et le capital confiance, ils savaient, nos clients, que quoi que Pinchasa fasse, on va tout faire pour délivrer une expérience extraordinaire. Et donc, nous leur avons proposé de nouveaux produits qui étaient beaucoup plus immatériels. Et alors qu'ils nous connaissaient pour leur donner des conseils stratégiques de marque dans le cadre de la distribution de leurs objets personnalisés, de l'utilisation de leurs objets personnalisés, ils ont accepté de finalement acheter chez Pinchasa uniquement de la stratégie de marque. Ensuite, uniquement des logos. Ensuite, uniquement des sites web. Ensuite, uniquement des visuels de packaging, uniquement des visuels de réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et maintenant, nos clients qui ont acheté des pins se disent « Oh, il manque quand même vos visuels, j'ai envie de les matcher, je vais acheter des visuels de réseaux sociaux pour que ça aille bien ensemble. » Nos clients qui achètent de la stratégie se disent bah, ça n'a pas de sens d'aller ailleurs pour faire un logo. Maintenant que vous avez vraiment bien compris qui nous sommes, eh bien, nous allons faire le logo qui est en fait la matérialisation visuelle d'une stratégie long terme, hein, une stratégie de marque. Eh bien, ça n'a pas de sens pour moi de le faire ailleurs. J'ai été hyper satisfait de tous les services. Vous offrez un service complémentaire au fait d'avoir une stratégie. Bingo, allons-y. Une fois que notre client a son logo, eh bien, il trouve tout à fait naturel d'avoir tous les visuels qu'il lui faut sur les réseaux sociaux et ailleurs, ainsi qu'un site web. Bam, Pinchasa, c'est génial. Et en plus de ça, comme il sait qu'on fait des produits personnalisés, on va bien au-delà des pins. Maintenant, on fait quoi encore on fait du packaging, des éléments d'expédition, etc., etc. Et donc, nos clients, sachant ça, ils se disent, ben voilà, vous avez été vraiment géniaux sur le logo, sur la stratégie et sur le reste. Ça a totalement sens, maintenant que j'ai un logo, d'avoir tous les éléments pour décliner le logo dessus. Et c'est génial si Pinchasa le fournit. Et ainsi de suite. Encore et encore et encore. Et donc, de ce que nous faisions au départ, qui était déjà une réussite pour nous, eh bien, en fait, l'essentiel de nos profits sont générés par le fait que nos anciens clients, ou même nos clients actuels qui viennent pour un produit, eh bien, on ne doit pas à nouveau les séduire pour qu'ils achètent d'autres produits, parce que c'est naturel pour eux de nous demander est-ce qu'on ne peut pas combler tel ou tel besoin dès lors que ces besoins sont complémentaires les uns avec les autres. J'espère que j'ai été clair. Tout à fait. Maintenant, ce que je vais compléter, c'est le comment on est arrivé là. Parce que donc, on vous a expliqué au début, on vendait des petits articles personnalisés. Alors, ben, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, on va dire un pin ou un badge. C'est juste un pin ou un badge. C'est un petit truc qu'on va se mettre sur la chemise avec un logo. Et puis voilà. Mais en fait, nous, les questions qu'on leur posait, c'est mais qui va les porter? Quel est l'objectif que vous poursuivez? Et la question en filigrane qu'il y avait derrière tout ça, c'est quelle est la stratégie que vous avez en investissant dans ces pins? Parce que finalement, c'est une dépense marketing au même titre que, on va dire, un panneau dans la rue ou des t-shirts à distribuer ou des pubs sur Facebook. Hein, ça reste une dépense marketing.
Quand vous faites de la pub sur Facebook, vous ne vous dites pas, je vais juste écrire un truc comme ça et puis donner 10 $ par jour à Facebook pour le diffuser. Non, vous allez réfléchir à ça et vous dire, il faut une stratégie derrière. Et là, on s'est rendu compte que généralement, ce n'était pas très clair. Quand on a été vers le digital, vu qu'une fois que le Covid a frappé, tout le monde s'est mis au digital, même ceux qui jusque-là résistaient encore. Mais on s'est rendu compte que la problématique était la même. J'ai besoin de visuels pour communiquer sur Facebook et Instagram. D'accord, mais communiquer quoi? À qui? Pour avoir quel résultat? Quel est l'impact que vous attendez? Et là, encore, en creusant, en discutant avec nos clients, on s'est rendu compte que ce qui manquait souvent, c'était une stratégie clairement établie. À la rigueur, il y avait peut-être un objectif, mais qui n'était pas forcément lié à quelque chose de plus vaste et de plus solide en dessous de tout ça. Et c'est comme ça qu'on a, à force de discussion avec nos clients, commencé à les accompagner pour les aider à créer cette stratégie et de là a découlé toute la suite. Vu qu'une fois que vous avez fait tout ce travail de réfléchir à votre stratégie de marque, vous vous dites qu'il faut quand même que maintenant j'ai un logo qui reflète cette stratégie. Expression de marque, ouais. Après et donc, stratégie de marque. Et une fois que la stratégie est là, comment est-ce que cette marque va s'exprimer visuellement, mais aussi dans le discours et surtout tous les points de contact, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et c'est comme ça que progressivement, comme Laetitia l'a expliqué, de la stratégie, de l'identité visuelle, de la présence en ligne, des apps et des sites, et puis maintenant aussi du copywriting, comment écrire des textes à grand impact pour le net d'aujourd'hui, des textes qui vont faire que votre site passe à l'action. Et enfin, le dernier né des résultats de ces discussions avec les clients, c'est toute une gamme pour les processus et l'automatisation. Ça, on en a parlé les derniers webinaires. Mais je vois qu'il y a une question ici de Boubacar. Est-ce que le système LTV est aussi utile pour un débutant? Exemple, moi, je suis étudiant et en même temps, je vends des t-shirts et du parfum. Eh bien, merci pour la question, Boubacar, parce que totalement. Le système LTV, c'est en fait même pas un système, c'est une notion. La notion LTV, c'est quoi? C'est la vie entière d'un client. Et là, on va prendre l'exemple des t-shirts et du parfum. Tu dois te poser la question, Boubacar, ok, je vends des t-shirts, pourquoi, à qui? Quel type de problème la vente de mes t-shirts résolve ou la vente de mes parfums résolve? Une fois que tu t'es posé cette question et que tu te dis, en fait, les personnes qui m'achètent des t-shirts, elles ont besoin des t-shirts que je leur vends tous les mois, par exemple, parce qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, elles ont besoin de nouveaux t-shirts super cool ou super drôles. On va prendre le cas des t-shirts. Là, tu peux te dire, ok, combien est-ce qu'une personne qui achète une première fois un t-shirt chez moi va revenir? Combien de fois elle va revenir chez moi? Je vends des t-shirts. Elle m'achète des t-shirts. Les t-shirts, c'est quoi? C'est 15 $, je suppose. Oui, les t-shirts sont 15 $. Disons qu'elle va en acheter 10 sur l'année ou 5 sur l'année. Donc 15 $ ou disons 20 $ fois 5, la personne va dépenser 100 $ chez moi sur une année. L'intérêt de calculer la LTV, c'est de savoir est-ce que cette personne va dépenser 100 $ ou bien il est possible qu'un jour, elle dépense 1000 $ chez moi. Aujourd'hui, je vends des t-shirts. Pourquoi je vends des t-shirts? Est-ce que je vends des t-shirts pour les fans de Dragon Ball Z? Et alors là, si je sais qu'elle va m'acheter 5 t-shirts sur l'année et que donc elle va me rapporter 100 $ sur l'année, mais qu'elle va continuer à être cliente chez moi pendant tout le temps de ses études, disons 5 ans, donc elle va dépenser 100 $ fois 3, elle aura dépensé chez moi 300 $. Donc la LTV d'une personne qui achète un t-shirt, c'est 300 $. Une fois qu'on a cette LTV, il faut se poser la question de savoir si vendre aussi du parfum aux mêmes personnes qui achètent des t-shirts, est-ce que c'est un écosystème ou pas? A priori, ça ne l'est pas, sauf si on se dit, quand vous mettez un t-shirt, il faut vous le mettez dans des circonstances amoureuses ou je ne sais quoi, et alors là,
de temps en temps, avec le t-shirt, les gens achèteront un parfum. Mais à part ça, ce sera un petit peu difficile. Il faut essayer de trouver le lien entre l'achat d'un t-shirt, donc le besoin de t-shirt et le besoin de parfum. Et si tes clients, Boubacar, achètent des t-shirts parce qu'ils veulent séduire et demander des femmes en mariage ou je ne sais quoi, alors ça peut valoir le coup qu'ils achètent et le t-shirt et les parfums chez toi. Alors, je vois une autre question. Donc, il y a une question de Rubens. Donc, est-ce qu'il faudrait au préalable faire une étude de marché avant de vouloir créer un écosystème autour de sa marque? Alors, très bonne question, évidemment, parce que l'étude de marché, c'est ce que la plupart des gens ont en tête quand ils se disent « je vais lancer des nouveaux produits ». Mais comme je l'ai indiqué juste avant, quand on est dans la situation où on veut créer un écosystème, ça veut dire qu'on a déjà une marque. Si vous avez déjà une marque, ça veut dire que vous avez déjà un business model qui fonctionne. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, un business model, c'est la relation entre la valeur que vous fournissez, que ce soit des produits ou des services, et la contre-valeur que vos clients vont vous donner. En général, de l'argent, mais ça peut être aussi d'autres choses. On ne va pas en parler maintenant. Et donc, vous ne créez votre marque que quand vous réglez déjà un problème pour des gens au point qu'ils soient prêts à vous payer. OK? Et donc là, ça veut dire que vous avez déjà eu la validation du marché sur la solution que vous fournissez. Principale, la première. Et donc, la première, une fois que vous avez validé votre marché avec votre solution, vous avez un marché et vous avez des clients. La question maintenant, c'est l'étude de marché, si on peut dire comme ça va simplement être d'écouter vos clients. Et là, si je dois prendre l'exemple de Boubacar avec ses t-shirts, il vend des t-shirts maintenant. Mais après, en discutant, peut-être qu'il va se rendre compte que de temps en temps, les gens ont besoin d'une chemise. Et donc, s'il en a la possibilité et qu'il fournit déjà un bon service à ses clients et que ses clients préfèrent acheter les t-shirts chez lui parce que, il les trouve, il a des t-shirts d'une bonne qualité et puis il fait en sorte qu'ils restent vraiment bien, il les emballe dans un petit plastique pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas, même chez lui, même s'il pleut, etc. Mais alors, ils vont se dire, ah, si Boubacar commence à vendre des chemises, moi, je vais aller acheter des chemises. Simplement parce que on ne peut pas porter un t-shirt tout le temps. Parfois, on doit s'endimancher un petit peu. Et donc, les gens qui portent des t-shirts, à un moment, risquent d'avoir besoin de chemises. Mais moi, je dirais même plus. Les personnes, avant de penser aux chemises, Boubacar se posera la question de savoir pourquoi vous achetez mes t-shirts. Ça peut être soit pour les inscriptions qu'il y a dessus. Et alors, dès qu'il trouve d'autres produits supports qui peuvent intéresser les mêmes personnes pour les inscriptions qu'il y a dessus, c'est pour ça que je parlais de Dragon Ball, alors il peut demander à leurs clients si ça les intéresserait d'avoir aussi, je sais pas moi, la coque de téléphone de Dragon Ball, ou si ça les intéresserait d'avoir le foulard ou les chaussettes Dragon Ball. Donc ça, c'est avant de passer à la chemise, parce qu'on ne peut pas porter un t-shirt et une chemise en même temps. Par contre, on peut avoir le téléphone Dragon Ball et le t-shirt en même temps. Et on peut aussi avoir les chaussettes. Et on peut aussi avoir le pantalon ou la culotte, le short, etc., etc. Mais effectivement, une fois qu'il aura atteint cela, alors toujours auprès de ces mêmes clients, il pourra leur demander pour les chemises parce que ces clients ne porteront pas de t-shirt tous les jours, effectivement. Voilà. Et donc, pour en revenir à l'étude de marché, on va faire un autre petit aparté sur les études de marché. Il faut faire très attention avec une étude de marché. Parce que quand on fait une étude du marché, en général, on va demander aux gens, est-ce que vous seriez intéressé d'acheter ça? Et les gens, naturellement, ils ont plutôt envie de faire plaisir. Donc, ils vont souvent dire oui. Oui, parce que, ils veulent faire plaisir à la personne qui pose la question, ils ne veulent pas dire non, sinon pas vraiment de grosses raisons de dire non. Deux, ils n'ont pas envie de montrer qu'en fait, ils n'ont peut-être pas les moyens maintenant d'acheter ça, et donc, ils vont dire oui. Et donc, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne demande pas, qui ne nécessite pas qu'il dépense de l'argent, souvent, il va vous dire oui. Nous, comment on fait nos études de marché? Et donc, exactement. La meilleure étude de marché que vous pouvez faire,
C'est trouver créer votre produit ou votre service et le vendre. Et surtout, le vendre en demandant pourquoi. Donc, être très attentif au pourquoi des gens. Quelles sont les raisons pour lesquelles, et j'en reviens au t-shirt, quelles sont les raisons pour lesquelles, Boubacar, tes clients t'achètent tes t-shirts? Peut-être que ce sont les mêmes pour lesquels ils t'achèteraient tes parfums. Et alors là, tu as un écosystème. Parce que tu as un lien entre les deux. Et pour revenir à Rubens, quelles sont les raisons pour lesquelles tes clients t'ont acheté le premier produit? Donc, pour vraiment éclaircir, on ne se lève pas un matin pour créer un écosystème de produits. On a d'abord un produit. Donc, au préalable, il ne faut pas faire une étude de marché pour créer son premier produit d'un écosystème. Par contre, on peut effectivement faire toute une série de tests du marché pour vendre un produit. Une fois qu'on a vendu ce produit, alors on pose la question à tous ceux qui ont acheté ce produit, pourquoi ils ont acheté ce produit, qu'est-ce qu'ils auraient aimé qu'il y ait d'autre avec ce produit, et là on a typiquement d'autres produits complémentaires qui sont tellement complémentaires que naturellement les clients existants vont devenir les nouveaux clients. Donc voilà, Rubens, je ne sais pas si ça répond à la question. Maintenant, je ne sais pas non plus s'il y a encore d'autres questions. Sinon, on arrive tout doucement au bout, en fait. Tout doucement. Alors, donc, ouais. on va alors vous saluer, vous remercier à nouveau pour votre présence, pour votre participation aussi et pour ces questions que vous nous avez amenées à la fin. C'est l'occasion de sortir un petit peu du script et de voir ce que ça provoque, nos présentations sur vous. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Au cas où ça n'aurait pas été suffisamment clair pour vous, la méthode qu'on vous a fournie en do-it-yourself, je ne sais pas si on peut avoir l'écran encore de visible, si la méthode en do-it-yourself n'était pas claire pour vous, eh bien, voilà, l'écran est revenu. Si la méthode pour détecter si vos produits, si vous avez plusieurs produits, sont ou non un écosystème n'était pas clair pour vous, évidemment, nous, on a l'habitude d'auditer les écosystèmes de nos clients et donc nous pourrions, si vous souhaitez faire un appel de découverte, vous aider à auditer votre écosystème ou pas. Hein. Si ce n'est pas un écosystème, on vous le dira aussi. Voilà, mais on va alors maintenant vous saluer. Merci encore pour d'avoir été là et à dans un mois. À dans un mois. Ciao, ciao. Ciao. Autodesk is fun, Autodesk is exciting, Autodesk is a mission-driven company. Autodesk brings people and purpose together in a way that enables us to create incredible impact on the world through our customers. I joined the Autodesk team because I was really excited about the mission of the company and the journey that we're on to design and make a better world. Autodesk has always had a great culture, and I think of culture as a conversation. The conversation that happens between peers, between managers and their employees, between leadership and the rest of the population. So we're developing lots of ways for employees to provide us feedback as they're having these culture conversations. Autodesk is a great place to work because it has a unique culture that enables everyone to be their authentic selves at work, to work with a diverse range of people on opportunities to solve much bigger problems than other companies. People want to be at Autodesk. They are excited about what we do for our customers. We're making a massive impact on the world around us. We're also evolving our culture, we're evolving the way we work together, all in support of that larger company mission and vision. If you want to work in a company that's doing incredible things for their customers and therefore for the world, with smart, capable, passionate, good people who you also have fun with, come work for Autodesk and be a part of our culture, be a part of the conversation, be a part of our evolution.